Bon, après cette mise au point sur la grippe, j'ai le grand plaisir de vous présenter Odile Launay. Odile est à la fois docteur en médecine et docteur en sciences, donc MD, PhD. Elle est professeure des universités et praticien hospitalier PUPH à l'hôpital Cochin. Et Odile est une spécialiste, en fait, par sa formation en maladies infectieuses et tropicales. Mais à un moment de sa carrière, elle a vu la lumière et elle s'est mise à s'intéresser plus que sérieusement aux vaccins en particulier et à la vaccinologie en général. Alors, je vais passer sur un certain nombre de ses activités, simplement que de dire qu'elle est pour l'instant, à l'heure actuelle, vice-présidente du comité technique des vaccinations, et puis surtout qu'elle est la coordinatrice du centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, qui est un centre d'expérimentation en vaccinologie, qui est en gros, je dirais, le seul de cette dimension, en tout cas, centre de vaccinologie en France, qui propose en fait dans ses activités des études cliniques de vaccins candidats. J'ai eu l'expérience de travailler avec Odile sur un vaccin vivant atténué contre la shigellose. Donc c'est une des personnes qui en France a, disons, la plus grosse expérience et une des meilleures perspectives sur le vaccin aujourd'hui et le vaccin demain. Et je lui avais demandé de nous faire quelque chose d'un petit peu général si possible, et en particulier quelque chose qui adresse un peu la question de l'attitude vaccinale vis-à-vis des émergences infectieuses et ce qu'on peut attendre éventuellement à la fois les forces et les limites du schéma de développement d'un vaccin devant une émergence. Donc merci beaucoup Odile et je te laisse la parole. Merci Philippe, je suis très honorée d'être là ce soir. Je te remercie beaucoup de ta confiance. Bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Philippe, je suis médecin de formation, j'ai gardé encore une activité clinique, mais je passe la majorité maintenant de mon temps à coordonner une structure où on réalise des essais cliniques dans le domaine du vaccin. Ces essais étant réalisés soit en partenariat avec les industriels du vaccin, puisqu'ils ont besoin de sites comme le nôtre pour pouvoir mener leurs essais et développer de nouveaux vaccins, soit des essais qu'on propose nous, et en fait on fait essentiellement des recherches pour essayer d'avoir des données de vaccination dans des populations particulières, parce qu'en fait le plus souvent les vaccins sont développés pour le grand nombre, et quand on est confronté à la nécessité de faire des recommandations dans des populations à risque par exemple, et bien souvent nous n'avons pas les données qui permettent de faire ces recommandations, donc on met au point et on met en place des essais qui posent ces questions spécifiques dans des populations de personnes qui ont soit des maladies auto-immunes, soit un cancer, soit la femme enceinte, enfin un certain nombre de situations cliniques où on a besoin d'avoir des données concernant la vaccination, et ces données ne sont pas toujours disponibles. Voilà, donc je travaille beaucoup avec les industriels, puisque comme l'a déjà dit Philippe, ceux qui développent les vaccins, ce sont les industriels, même si la mise au point, même si la découverte du vaccin se fait dans des unités de recherche académiques, tout le process qui concerne le développement à proprement parler du vaccin, sa fabrication et son développement clinique, puisqu'on dira quelques mots, mais c'est des études qui coûtent extrêmement cher et qui demandent un savoir-faire très particulier. Ces essais se font avec les industriels. Et puis donc, je suis coordinatrice du centre Cochin-Pasteur, qui est un centre situé à Cochin, mais qui travaille avec l'Institut Pasteur. Et puis, à la demande de l'INSERM, on avait mis en place, il y a maintenant une petite dizaine d'années, un réseau, et on travaille avec d'autres centres de recherche pour pouvoir élargir le champ d'investigation au niveau national. Et puis, j'ai été au comité technique des vaccinations. Le comité technique des vaccinations, c'est un groupe de travail qui était jusqu'à présent rattaché au Haut Conseil de la santé publique et qui a pour mission de mettre au point les recommandations vaccinales en France. Alors ça s'est arrêté en avril 2016, puisque la ministre de la Santé a demandé à ce que ce groupe de travail soit rattaché maintenant à la Haute Autorité de Santé. Et pour l'instant, on est dans l'attente de cette modification de statut du comité technique des vaccinations. Alors, je crois que j'ai une petite heure, donc j'espère que je n'ai pas prévu trop de choses. J'ai prévu donc
une présentation qui va comporter quelques mots de définition, une introduction, un historique du développement des vaccins et puis des technologies vaccinales. Je vais essayer de vous montrer comment la mise au point des vaccins a évolué au fur et à mesure du temps. Je vais vous dire un petit mot sur les acquis de la vaccination, parce que je trouve que c'est important aujourd'hui. On est beaucoup confronté à des détracteurs de la vaccination et je crois que c'est important de rappeler ce à quoi le vaccin a permis d'arriver, et c'est un succès qui est incontestable. Et puis on parlera des vaccins de demain. Alors j'ai pris le terme d'émergence de façon assez large, les infections émergentes, mais aussi d'autres types d'émergence, comme les infections liées aux soins. On verra qu'il y a des vaccins qui sont en cours de développement spécifiquement dans cette situation-là. Et puis la problématique peut-être plus particulière, qui n'est peut-être pas de l'émergence, même si le nombre de personnes âgées va augmenter avec les années, mais il y a un certain nombre de questions que pose la vaccination avec le vieillissement en particulier du système immunitaire. Alors pour démarrer, replaçons le vaccin et finalement son efficacité. Si on se situe, si on prend l'histoire naturelle des maladies infectieuses comme une chaîne épidémiologique qui va de l'agent pathogène au sujet réceptif, on peut avoir des infections qui vont être soit de transmission directe de l'homme à l'homme, soit de transmission indirecte en passant par un hôte intermédiaire. On connaît bien par exemple le moustique. Et quand on va vouloir être actif pour prévenir ces maladies infectieuses, on va pouvoir être actif contre le réservoir, on va pouvoir être actif en limitant la transmission et puis on va pouvoir être actif en protégeant le sujet réceptif. Alors très souvent quand on parle de vaccination, on pense avant tout à un médicament qui va permettre de protéger le sujet réceptif. Mais en fait, et c'est là toute la force du vaccin, c'est que si le réservoir est l'homme, eh bien si on vaccine et qu'on protège et qu'on limite le réservoir, ben on va lutter aussi contre les réservoirs. Et puis en vaccinant, on va limiter le risque d'infection, on va limiter le risque de transmission. Et finalement, le vaccin va avoir un impact qui va dépasser très largement la protection du sujet réceptif et qui va aussi pouvoir avoir un impact sur la lutte contre le réservoir et la lutte contre la transmission. Et ce qui explique qu'un programme de vaccination va dépasser très largement la protection des sujets réceptifs, mais va avoir une action beaucoup plus étendue. Alors, quand on parle de protection du sujet réceptif, en médecine, on a deux grands types de médicaments. Les vaccins, où le principe, c'est d'utiliser un antigène pour induire une réponse immunitaire qui va être spécifique, avec la mise en jeu du système immunitaire, une immunisation qui va être active, de fait différée, le temps que le système immunitaire se mette en place, mais avec la mise en place d'une immunité mémoire, une protection qui va être durable. Avec certains vaccins, on peut être protégé toute la vie. C'est le cas par exemple pour la fièvre jaune, où une injection, si elle est faite chez des gens qui ont une bonne réponse immunitaire, va pouvoir être protectrice toute la vie. On a aussi en médecine les immunoglobulines, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais là on utilise dans cette situation-là les anticorps directement qui vont être efficaces tout de suite, avec une immunisation passive, mais qui va être transitoire, la demi-vie des anticorps. Mais dans certaines situations cliniques, on va utiliser à la fois les anticorps pour être actifs tout de suite et le vaccin pour avoir une protection sur le long terme. C'est vrai sur des maladies courantes comme l'hépatite B, la vaccination, la sérovaccination des enfants qui naissent de mères infectées par l'hépatite B, mais c'est vrai aussi dans des situations d'infection émergentes et les immunoglobulines sont largement évaluées dans le cadre des nouvelles pathologies comme Ebola ou comme plus récemment l'infection par le Zika. Alors si on s'intéresse maintenant au vaccin, comment est-ce qu'on peut définir un vaccin ? C'est une définition qui est habituellement utilisée. C'est une préparation antigénique qui va induire chez la personne qu'on vaccine une réponse immunitaire qui est spécifique d'un agent pathogène. Donc pour chaque infection, on va avoir un vaccin et qui va être capable de protéger la personne qui est vaccinée contre l'infection naturelle ou en tous les cas d'en atténuer les conséquences. Je pense que c'est un point important parce qu'on peut très bien, même quand on a été vacciné, faire une infection, mais l'objectif du vaccin, c'est de limiter les risques de l'infection, d'en limiter les complications et d'en limiter la mortalité. Là aussi, c'est un point important parce qu'on est souvent confronté à des personnes qui nous disent j'ai été vacciné contre la grippe, par exemple, j'ai quand même fait la grippe. Oui, mais l'objectif du vaccin, c'est aussi de limiter le risque de faire les complications liées à la grippe, les hospitalisations, les tableaux sévères, voire la mortalité. Alors très rapidement sur ce petit schéma, comment ça marche ? Bien, ici,
Si on est au point zéro en contact avec un virus, eh bien, le virus va rentrer dans l'organisme, il n'est pas reconnu par le système immunitaire, il va pouvoir se multiplier et de façon décalée, notre système immunitaire va reconnaître cet agent extérieur à l'organisme, va développer une réponse immunitaire qui va être capable de contrôler cette réplication du virus, de l'éliminer et donc de revenir à l'état de base. Si maintenant on est dans une situation où on a déjà été infecté par ce virus ou si on a été vacciné, c'est là l'intérêt de la vaccination, eh bien en fait, dès que notre système immunitaire va reconnaître cet agent infectieux, on va avoir très vite une réponse immunitaire qui va se mettre en place, qui va être capable très rapidement de contrôler l'infection, de limiter la multiplication du virus et de cette façon de limiter le risque de survenue de formes graves et des complications. Et ça, c'est maintenant très bien connu, ça se fait grâce à ce qu'on appelle le système immunitaire mémoire, qui fait que quand on a été exposé une fois dans sa vie à un antigène extérieur au soi, eh bien on est capable, si on est à nouveau exposé à cet antigène, de fabriquer très vite les anticorps ou les cellules de l'immunité qui vont être capables de prendre en charge ce virus ou cette bactérie et d'éviter sa réplication et ses complications. Alors, je voudrais dire un petit mot aussi sur les adjuvants, puisqu'on a parlé du vaccin, et que les adjuvants, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre et qui pourtant est un composant qui est indispensable dans la majorité des vaccins. Il va être nécessaire dans tous les vaccins quasiment, sauf pour les vaccins vivants. Alors, le mot adjuvant, ça vient du mot latin adjuvare, ce qui veut dire aider ou assister. Et en fait, ce qu'on appelle un adjuvant, c'est une substance qu'on va utiliser en plus de l'antigène vaccinal et qui va avoir comme objectif d'améliorer la présentation de l'antigène vaccinal au système immunitaire. En fait, c'est une substance qui est administrée en même temps que l'antigène vaccinal et qui va stimuler l'immunité innée, qui va stimuler l'inflammation au site de l'administration du vaccin et qui va faire que notre système immunitaire va pouvoir reconnaître de façon plus efficace, plus importante, l'antigène vaccinal qu'on a administré au site de l'injection. Donc ça permet d'augmenter la réponse immunitaire et ça permet de ce fait d'augmenter l'efficacité clinique des vaccins. Deuxième point également des adjuvants, parce qu'il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur les adjuvants, c'est que l'adjuvant, en fonction de l'adjuvant qu'on va utiliser, la substance va permettre de pouvoir orienter notre réponse immunitaire vers une réponse qui va être plutôt de type anticorps ou de type cytotoxique. On sait que pour certains organismes, ce qu'on souhaite, c'est faire fabriquer des anticorps à des titres très élevés, puisque la réponse anticorps va être celle qui va être la plus efficace pour prévenir l'infection. Mais on sait aussi que pour d'autres infections, ce sont moins les anticorps, mais plutôt ce qu'on appelle les lymphocytes T cytotoxiques ou les lymphocytes T qu'on appelle tueurs aussi, qui vont être capables d'aller reconnaître l'infection au site, souvent dans des cellules infectées, qui vont être capables d'aller tuer les cellules infectées. Donc les adjuvants, et en particulier les nouvelles générations d'adjuvants, vont pouvoir être utilisés pour leur capacité, pour leur propriété d'être plutôt de type Th1 ou de type Th2, donc c'est-à-dire plutôt capable d'induire une réponse de type anticorps ou d'induire une réponse plutôt de type cellulaire. Donc si on s'intéresse à la définition d'un adjuvant, on peut dire qu'on définit comme un adjuvant toute substance qui va être capable d'accélérer ou d'améliorer ou de prolonger la réponse immunitaire dirigée contre un antigène et qui va être administrée simultanément. C'est-à-dire qu'il est dans la préparation vaccinale, on ne le voit pas quand on est vacciné, c'est fait partie de la préparation vaccinale et il est administré en même temps. Donc si on veut schématiser l'intérêt de l'adjuvant dans la préparation vaccinale, eh bien ici on serait chez une personne qui reçoit un antigène vaccinal sans adjuvant, avec ici vous avez la réponse immunitaire, bien vous voyez que la réponse immunitaire va être relativement retardée, en tous les cas d'apparition relativement retardée, peu importante,
et la protection, l'immunité conférée va être de relativement courte durée. Si maintenant on administre le même antigène vaccinal, mais avec une formulation adjuvantée, donc avec un adjuvant de l'immunité, aujourd'hui la majorité des vaccins adjuvantés comportent des sels d'aluminium, qui sont les premiers adjuvants de l'immunité qui ont été utilisés dans le cadre de la vaccination, eh bien, les avantages, c'est que la réponse, en général, elle est plus précoce, elle est de beaucoup plus grande intensité, et de fait, on va avoir une réponse qui va être de façon plus prolongée que celle qu'on aurait obtenue avec une formulation non adjuvantée. Donc, je pense que c'est un point très important quand on parle aujourd'hui de vaccins et d'adjuvants, de bien avoir en tête que l'adjuvant, c'est une composante du vaccin qui, dans la majorité des vaccins, encore une fois, sauf pour les vaccins vivants qui, eux, ont gardé une capacité à se répliquer, dans les vaccins, entre guillemets, sous-unitaires, donc ces vaccins qui sont constitués uniquement d'un fragment de l'agent infectieux, on a besoin d'un adjuvant pour avoir une réponse immunitaire qui va être suffisante pour assurer une protection. Alors, très rapidement, un petit historique des vaccins qui va surtout me permettre de passer un petit peu en revue les technologies vaccinales. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des années, les technologies qui sont utilisées pour mettre au point des vaccins sont de plus en plus sophistiquées. Donc, le premier vaccin, c'est finalement le vaccin de la variole, découvert par un Anglais à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, on va avoir les Français et donc Louis Pasteur qui va établir de façon scientifique le principe général de la vaccination. Qu'est-ce qu'il avait remarqué? Comment il a finalement réussi à démontrer le principe de la vaccination? C'est en fait finalement presque le premier vaccin vivant qui va expérimenter chez des animaux avec un beau modèle expérimental. Il remarque que quand il administre chez des poules une dose d'une culture vieillie d'une bactérie qui est Pasteurella multocida, quand ces poules ont déjà été immunisées, quand elles ont déjà été infectées par cette bactérie vieillie, et qu'ensuite il va les infecter, cette fois-ci avec une dose de culture fraîche, donc une bactérie très virulente, eh bien les poules préalablement infectées vont ensuite survivre à cette infection-là, alors que celles qui n'ont pas été préalablement infectées vont mourir après cette infection par une culture fraîche de Pasteurella. Donc c'est en fait pour la première fois, de façon expérimentale, la démonstration que quand on préimmunise avec finalement une bactérie dont la virulence a été atténuée, en l'occurrence ici Pasteurella, et qu'ensuite on vient avec une culture fraîche, avec une bactérie virulente, eh bien on a la capacité de protéger les animaux qui avaient été préalablement infectés. Donc c'est de cette façon-là, pour la première fois, sans qu'on ait encore à ce moment-là toutes les connaissances sur le système immunitaire, Pasteur a pu démontrer qu'on pouvait protéger d'une infection ultérieure. Et puis ensuite, c'est au cours du XXe siècle que vont se développer la majorité des vaccins qu'on a aujourd'hui à notre disposition, avec deux grands types d'approches. Des approches qui sont des approches de vaccins, ce qu'on appelle sous-unitaires, où on va essayer d'identifier la fraction de l'agent infectieux qui permet d'induire une réponse protectrice, ou les vaccins vivants atténués qui en fait utilisent des agents infectieux dont on a atténué la virulence pour être utilisés comme vaccin. Donc les premiers vaccins sous-unitaires, c'est le vaccin antidiphthérique et antitétanique. Donc ces vaccins-là utilisent en fait les anatoxines. Lorsqu'on était infecté par la diphtérie ou par le tétanos, ce qui était responsable de la symptomatologie clinique, c'était les toxines, et c'était donc les manifestations toxiniques. Donc ce que les chercheurs ont mis au point, c'est ce qu'on appelle les anatoxines. Ils ont pris les toxines de la diphtérie ou du tétanos, qu'ils ont détoxifiées, c'est-à-dire qu'ils leur ont supprimé leur capacité à entraîner des manifestations toxiniques, et ils ont mis au point donc ces anatoxiques diphtériques et tétaniques. Donc de l'autre côté, des vaccins qui, eux, sont des vaccins atténués, avec une atténuation à ce moment-là qui se fait par des cultures successives. Donc on mettait en culture essentiellement des virus et on les passait au début des animaux, puis ensuite sur des cultures cellulaires, jusqu'à ce que le virus ait perdu une grande partie de sa virulence et qu'on puisse utiliser ce virus vaccinal comme vaccin.
Donc vous voyez, le premier vaccin vivant, c'est donc le vaccin contre la tuberculose, le BCG, puis ensuite le vaccin de la fièvre jaune en 1936. Et aujourd'hui, c'est encore cette souche 17D du virus de la fièvre jaune qui a été isolée initialement par des passages sur des cerveaux de souriceaux du virus de la fièvre jaune. Alors ces vaccins vivants, en fait, leur développement a été rendu plus facilité par la mise au point des cultures cellulaires, puisque dans le milieu du XXe siècle, les chercheurs ont mis au point la possibilité de cultiver des agents infectieux sur des cultures cellulaires in vitro, et ça permettait de pouvoir cultiver ces virus vaccinaux à l'extérieur d'un hôte vivant, avec bien sûr un intérêt en particulier en termes de sécurité de la culture de ces agents infectieux. Donc la première fois qu'on fabrique un vaccin sur ces cultures cellulaires, c'est le vaccin polio oral, qui était un vaccin vivant, qui n'est plus utilisé dans les pays du Nord depuis plusieurs années et de façon récente ne sera même plus utilisé dans les pays du Sud parce que c'est un vaccin qui avait une très bonne efficacité mais qui pouvait entraîner des polios vaccinales. Donc en 1954, le vaccin contre la polio donc, est mis au point par un Américain qui est Jonas Salk. Et puis ensuite, à partir donc, du milieu des années 50, vont être développer les autres vaccins vivants qui sont aujourd'hui utilisés, la rougeole, les oreillons, la rubéole ou encore plus récemment la varicelle. Dans les années 70, on va voir arriver ce qu'on appelle les vaccins polyosidiques. Alors polyosidiques, ça veut dire en fait des vaccins qui sont composés de la capsule de certaines bactéries, de capsules qui sont composées de polyosides, de sucre, qui sont en fait ces capsules susceptibles d'induire une réponse en anticorps qui va être protectrice en cas d'exposition à ces bactéries encapsulées. Donc, ces vaccins polyosidiques, ils sont fabriqués donc, à partir de ces années 70 et ça va être le cas pour les vaccins contre les infections à méningo, le vaccin méningo A plus C, le vaccin pneumo, un vaccin contre Salmonella typhi et puis Haemophilus influenza, donc toutes ces bactéries qui sont des bactéries dont la capsule est composée de sucre et qui vont être utilisées, donc la capsule va être utilisée pour mettre au point des vaccins. Alors très vite, on s'est rendu compte que ces antigènes capsulaires, ces antigènes polyosidiques, ils avaient un certain nombre de limites. La première limite, c'est que les tout petits enfants n'ont pas un système immunitaire qui est susceptible de reconnaître ces anticorps polysaccharidiques, et donc on ne pouvait pas les utiliser chez ces petits-enfants, ce qui posait problème, puisque c'est avant tout eux qui sont concernés par les infections à hémophilus, par les infections à pneumo, par exemple. Et puis la deuxième problématique, c'est que ces sucres, ces antigènes polyosidiques, ne sont pas reconnus par le système immunitaire de type T et qu'ils n'entraînent qu'une très faible réponse immunitaire mémoire de type B, avec donc des vaccins qui sont d'une efficacité limitée dans le temps. Donc pour passer outre ces problématiques, les chercheurs ont imaginé de pouvoir mettre au point ce qu'on appelle des vaccins polyosidiques conjugués. Alors qu'est-ce que ça veut dire polyosidique conjugué ? Eh bien, ça veut dire qu'on prend toujours la capsule, donc le polyoside, le sucre de la capsule, et on va ensuite le conjuguer de façon chimique à une protéine qu'on appelle une protéine porteuse. Et l'avantage de ce sucre qui est conjugué à une protéine porteuse, c'est que grâce à la protéine porteuse, il peut être reconnu par le système immunitaire des petits-enfants. Donc ces vaccins sont immunogènes chez les petits-enfants et sont efficaces. Et puis, toujours grâce à cette protéine porteuse, on a une présentation de cet antigène polyosidique au système immunitaire de type T avec la mise en place d'une bonne réponse mémoire et d'un effet rappel. Alors schématiquement, ça se présente comme ça. Donc le polyoside, qui est en fait l'antigène issu de la capsule de la bactérie, va être conjugué à cette protéine porteuse, qui en fait le plus souvent est une anatoxine, soit l'anatoxine diphtérique, soit l'anatoxine tétanique. Et donc le vaccin, en fait, est constitué de ce polyoside conjugué. C'est ce qu'on appelle donc aujourd'hui les vaccins polyosidiques conjugués.
Donc l'intérêt, hein, encore une fois, c'est qu'avec ce phénomène de conjugaison, on transforme la réponse immunitaire en une réponse qui va être dépendante des cellules T, qui permet donc d'avoir une réponse de plus haute affinité, une réponse immunitaire et un effet rappel. Alors toujours dans les technologies vaccinales qui vont être utilisées pour le développement de nouveaux vaccins, on va voir ensuite arriver ce qu'on appelle les protéines recombinantes. Donc là, c'est l'utilisation en fait du génie génétique pour la mise au point des vaccins. En quoi consiste la fabrication d'une protéine recombinante? Bien, en fait, on utilise un plasmide qui va contenir le gène qui code pour la protéine qu'on veut produire, qui va être la protéine recombinante qui va servir à vacciner. Et en fait, ce plasmide va être inséré donc, dans ce qu'on appelle un système d'expression cellulaire qui va ensuite produire la protéine, produire le vaccin. Donc ce système, ça peut être soit une levure, soit une bactérie, soit un baculovirus. Et en fait, notre vaccin, donc notre protéine, elle est produite par ce système d'expression cellulaire qui va produire la protéine, qui va produire notre vaccin. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne produit pas des protéines de façon chimique comme on produit n'importe quel médicament. Parce que quand on arrive en vaccinant, on se dit mais comment ça se fait? C'est quand même bizarre, c'est vraiment très compliqué. Eh bien en fait, c'est extrêmement difficile de reproduire chimiquement une protéine qui va avoir exactement la même conformation que la protéine de l'agent infectieux lui-même. Alors, ce n'est pas impossible, puisque l'équipe de Philippe Sansonetti travaille depuis plusieurs années sur un vaccin qui va être un vaccin de fabrication chimique, mais aujourd'hui, tous les vaccins qu'on a à notre disposition sont tous des vaccins qui sont issus de cultures biologiques, hein, soit de cultures bactériennes, soit comme ici, vous voyez des protéines recombinantes qui sont fabriquées dans un système d'expression cellulaire qui va permettre de produire cette protéine recombinante. Alors c'est une stratégie qui est très intéressante lorsque c'est une protéine d'un agent infectieux qui porte les épitopes protecteurs. Et on a à notre disposition plusieurs vaccins qui sont fabriqués avec cette technologie. Le premier, c'est la vaccination contre l'hépatite B. Dans les premiers temps, on vaccinait avec l'antigène HBS qui était issu de porteurs chroniques de l'antigène HBS. Et on prenait cet antigène HBS du plasma de patients infectés chroniquement. Mais depuis 1986, on a un vaccin qui est constitué de cet antigène HBS qui est fabriqué donc, par ce système d'expression cellulaire. Deuxième vaccin qui repose sur la même technologie, c'est le vaccin contre le papillomavirus, avec là aussi un vaccin qui est constitué par la protéine L1, qui est la protéine de capside du papillomavirus, qui est fabriquée, elle aussi, par ces systèmes de protéines recombinantes. Et puis de façon plus récente, vous avez peut-être entendu parler du premier vaccin contre le paludisme, hein, qui est un vaccin qui est développé par les laboratoires GSK, qui est constitué donc de la protéine RTSS, qui est constituée de la protéine de surface du sporozoïde de Plasmodium falciparum, fusionnée avec l'antigène HBS. Donc ça, c'est 3 vaccins qui sont fabriqués avec cette technologie de protéines recombinantes. Autre technologie, là aussi récente et d'introduction récente, et qui a permis d'arriver à la fabrication d'un vaccin contre les infections à méningo B, c'est la technologie qu'on appelle la technologie de vaccinologie inverse. Alors la question qui s'était posée pour le méningo B, c'est qu'on ne pouvait pas, comme pour les autres infections, pour les autres méningocoques, comme le A, comme le C, comme le Y, comme le W, on ne pouvait pas utiliser la capsule du méningo parce qu'il y a ce qu'on appelle un mimétisme moléculaire entre la capsule du méningo B et les sucres du système nerveux central de l'homme, donc avec un problème en fait d'entraîner des anticorps qui seraient dirigés contre le système nerveux central de l'homme. Donc on ne pouvait pas avoir recours à cette technologie de l'antigène du vaccin polyosidique, voire du polyosidique conjugué. Il fallait inventer, il fallait proposer autre chose. Alors, ce qui avait été proposé pour des vaccins contre le méningo B,
c'était des vaccins à partir de protéines de type ORA ou PORB, mais ces protéines-là avaient en fait une immunogénicité qui était limitée à la souche dont elles proviennent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait une épidémie avec un méningo B, eh bien, il fallait mettre au point, développer un vaccin spécifique en utilisant ces protéines spécifiques de souche. Donc, il y a un certain nombre de similitudes, et par exemple, quand on a eu une épidémie dans la région de Dieppe, avec une épidémie à méningo B, on n'avait pas encore ce nouveau vaccin avec cette technologie, mais on a eu recours à une souche qui avait été mise au point pour une épidémie avec une souche qui était similaire en Norvège, qui avait été utilisée également en Nouvelle-Zélande. On a pu importer cette souche de Norvège après avoir vérifié qu'elle était efficace sur cette souche qui circulait dans la région de Dieppe. Mais c'est des vaccins qui ne permettent pas d'avoir une efficacité sur l'ensemble des méningo B. Donc, ce qu'ont proposé les chercheurs, et ça c'est une recherche qui a été développée dans les laboratoires de Novartis, c'est une méthodologie qu'on appelle donc la vaccinologie inverse, qui consiste à identifier dans la séquence du génome de la bactérie pathogène les gènes qui vont être susceptibles de coder pour les protéines de membrane. Donc, au lieu d'aller prendre la bactérie, en fait, on va dans le génome et on essaye d'identifier à l'intérieur du génome les gènes qui vont être susceptibles de coder pour des protéines de membrane et pour des protéines qui vont être ensuite clonées de façon individuelle, donc comme tout à l'heure, on va les cloner dans des systèmes d'expression cellulaire. On va ensuite regarder chez la souris si ces protéines sont capables d'induire une réponse immunitaire et on va de cette façon-là retrouver les gènes qui vont coder pour les protéines qui sont capables d'induire des anticorps bactéricides et rechercher ensuite ceux qui vont être conservés entre les différentes souches de méningo B. Donc c'est un travail très, très long, très méticuleux, mais qui permet et qui a permis d'aboutir au développement d'un vaccin qui est efficace, qui permet d'induire une immunogénicité qui marche sur les différentes souches de méningo B. Donc, grâce à cette technologie, on a maintenant un vaccin qui est disponible contre les infections à méningo B depuis 2013. C'est un vaccin qui s'appelle Bexsero, donc qui a été développé par les laboratoires Novartis et qui, vous le voyez, comporte 4 antigènes, donc des antigènes qui ont été identifiés par 3 d'entre eux par cette technologie, plus cet antigène qui est en fait les vésicules de membrane externe qui sert essentiellement comme adjuvant. Alors, si vous êtes intéressé, je vous engage vivement à lire cette histoire de la vaccination qui a été publiée en 2014 dans PNAS et qui est faite par Stanley Plotkin. Alors, je vous en parle parce que c'est vraiment probablement aujourd'hui la personne dans le monde qui connaît le mieux le vaccin. Il a une formation à la fois d'académique, mais il a également travaillé très longtemps dans l'industrie pharmaceutique. Il est à l'origine d'un certain nombre de mises au point de vaccins, en particulier le vaccin rubéole. Il a, je crois, maintenant 87 ans, et lorsqu'on va dans des congrès sur la vaccination, quand quelqu'un pose une question et qu'elle est toujours très intéressante et très pertinente, eh bien, c'est toujours Stanley Plotkin. Si on regarde sur ce tableau, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, en fait, vous voyez que la grande majorité des vaccins, ils ont été développés ici pendant le XXe siècle, et puis vous voyez qu'on peut différencier plusieurs catégories de vaccins. Ici, les vaccins vivants atténués, le dernier étant le vaccin contre rotavirus et le Zona, sur lequel je vais revenir. On a eu des vaccins qu'on appelait inactivés germes entiers, mais ces vaccins-là sont moins utilisés parce que c'est des vaccins qui sont souvent assez réactogènes. On a ensuite des vaccins qui sont des vaccins sous-unitaires purifiés, soit des protéines, soit des sucres. Je vous ai montré tout à l'heure les vaccins polyosidiques, puis les vaccins polyosidiques conjugués. Et puis, donc, de façon plus récente, les vaccins qui sont fabriqués grâce au génie génétique, avec en particulier donc,
l'hépatite B ou le papillomavirus, ou de façon plus récente, la vaccination contre méningo B. Alors je vais passer vite sur la deuxième partie où je voulais retracer un petit peu les succès de la vaccination, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est un point important de rappeler que les vaccins ça marche, hein, et que c'est probablement aujourd'hui on considère le plus grand succès en termes de coût-efficacité en santé publique dans le XXe siècle. Donc, juste pour rappeler ce que tout le monde sait, qu'on a pu, grâce à la vaccination, éradiquer la variole, et on a même pu arrêter la vaccination puisque le virus ne circule plus. On a un certain nombre de maladies qui ont pu être éliminées, mais pour lesquelles on a même des programmes d'éradication, la rougeole, la polio, le tétanos néonatal, et puis des réductions très importantes de la morbidité et de la mortalité pour d'autres vaccins. Des millions de vies sauvées, on estime, l'OMS estime qu'il y a entre 2 et 3 millions de vies sauvées chaque année grâce à la vaccination, simplement pour les vaccins contre diphtérie, tétanos, coqueluche et rougeole. Donc c'est des chiffres que j'aime bien rappeler, en particulier aux étudiants, parce qu'aujourd'hui on est plus questionné sur les risques des vaccins que sur leur efficacité, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que les vaccins sont des médicaments extrêmement efficaces. Et malgré tout, on a encore des progrès à faire. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a des couvertures vaccinales qui restent insuffisantes. C'est vrai dans les pays du Sud qui n'ont pas l'argent et pas les moyens pour avoir accès aux vaccins, mais c'est maintenant en train de devenir vrai aussi pour certains pays du Nord, en particulier la France, et j'en dirai un tout petit mot à la fin. Mais vous voyez qu'en 2011, l'OMS estimait que la couverture vaccinale pour les vaccins de vraiment première catégorie, diphtérie, tétanos, coqueluche, était seulement 83% des nourrissons. Donc on est très loin de ce qu'on souhaiterait avoir. Et puis, s'il faut encore le rappeler, on meurt aujourd'hui encore de la rougeole. L'OMS estime que c'est environ 400 morts par jour de la rougeole dans le monde, alors qu'on a un vaccin qui est extrêmement efficace. Je vais passer sur ces diapos. Là, peut-être un petit mot quand même pour ce qui concerne la France, pour rappeler ce que le vaccin a permis en termes d'acquis, et pour rappeler qu'on a des maladies qui, en 1950, étaient responsables d'une mortalité importante. Si on regarde la diphtérie, et c'est la France, c'était 50 à 100 décès par million de personnes en 1950. Avec la vaccination, on n'a plus aucun décès. Le tétanos, c'était entre 20 et 50 cas par million de personnes. On est aujourd'hui à des chiffres très bas, mais on n'est pas à zéro, alors qu'on a un vaccin qui, s'il était efficace, était utilisé et complètement efficace. La polio a disparu, et puis la coqueluche, même si aujourd'hui on reste très très vigilant sur la vaccination, en particulier de l'entourage des nouveau-nés, eh bien, c'est une maladie dont la mortalité a extrêmement diminué. Ça concerne la vaccination hémophilus, parce que c'est un point important dont on a aussi oublié, pour montrer que grâce à la vaccination contre hémophilus influenza de type B, qui est donc un vaccin conjugué, on a pu diminuer de 96% les méningites des enfants de moins de 5 ans, avec, quand on regarde les cas d'infection invasive à hémophilus influenza, eh bien, c'est essentiellement des enfants qui étaient soit pas à jour de leur rappel ou qui n'avaient pas encore eu le temps d'avoir le rappel. Donc, la vaccination, là aussi, hémophilus, c'est une vaccination qui est extrêmement efficace. Et on voit une diminution très très importante, voire une quasi-disparition des infections des méningites à hémophilus, qui étaient des maladies avec un pronostic redoutable chez les tout petits enfants. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui ? Les enjeux, c'est qu'en 2017, les infections représentent encore plus de 25% des causes de décès, et on estime que c'est la seconde cause de décès dans le monde après les maladies cardiovasculaires. Donc, on a encore des progrès et on a encore du travail devant nous.
On a beaucoup de maladies infectieuses qui ne disposent pas de vaccins, donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de développement de vaccins. On a des vaccins pour certaines maladies, mais qui sont insuffisamment efficaces. Je vais dire un petit mot sur la grippe, ou qui confèrent une protection de courte durée, comme la coqueluche, pour lesquelles donc, il faut adapter les recommandations vaccinales pour permettre d'avoir une protection sur le plus long terme. Et puis je terminerai par ce qu'on appelle la vaccine hesitancy, qui est aujourd'hui une problématique à laquelle on est confronté, qui correspond en fait aujourd'hui à l'hésitation à se faire vacciner ou à faire vacciner ses enfants, qui fait qu'on est confronté aujourd'hui à une crise de confiance vis-à-vis des vaccins. Alors sur cette diapositive, c'est une liste de tous les vaccins qui ne disposent pas de vaccins efficaces. Alors pour certains, il y a des vaccins, et je vais prendre certaines de ces maladies pour illustrer un petit peu l'état de la recherche, mais vous voyez qu'on a encore pas mal de travail devant nous si on veut avoir des vaccins contre ces maladies. Alors, pour les vaccins de demain, en fait, quelles sont les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui proposées et sur lesquelles je vais vous développer quelques exemples? Eh bien, des technologies qui utilisent ce qu'on appelle des souches vaccinales chimères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces souches vaccinales chimères? Eh bien, c'est en fait des vaccins qui vont utiliser des souches vaccinales déjà commercialisées, comme la fièvre jaune ici, qui va servir de vecteur, et dans lequel on va insérer des gènes qui vont coder pour l'expression de protéines de l'agent infectieux contre lequel on veut vacciner. Donc, un exemple qui aujourd'hui vient d'avoir une autorisation de mise sur le marché, c'est le vaccin Dengue, qui est un vaccin chimérique qui utilise la souche vaccinale de la fièvre jaune et dans lequel on a inséré des gènes codant pour les 4 sérotypes de la dengue. Je vais y revenir. De la même façon, toujours avec fièvre jaune, il y a des recherches qui se font pour la mise au point d'un vaccin West Nile. Autre type de vaccin chimérique, des vaccins qui utilisent la souche vaccinale rougeole. Ça, c'est un travail qui est développé par l'équipe de Frédéric Tangy à l'Institut Pasteur. Et je vais vous montrer des résultats, par exemple, avec le vaccin rougeole chikungunya. Et puis, dans le même type d'approche, mais là, ce ne sont pas des souches vaccinales qui sont utilisées, mais ce sont des virus, mais c'est le même type de technologie. On peut utiliser des vecteurs viraux pour mettre au point de nouveaux vaccins. Alors, ces vecteurs viraux, ça peut être soit des adénovirus, et en particulier des adénovirus qui sont non pathogènes pour l'homme. Ça peut être des poxvirus. Donc le poxvirus, c'est des virus de la même famille que la variole, avec l'utilisation de la vaccine ou l'utilisation du canaripox. Donc ça, c'est des vecteurs qui ont été beaucoup utilisés, en particulier dans le cadre du développement d'un vaccin contre le VIH. Et puis, de façon plus récente, et ça a été utilisé pour la mise au point et le développement d'un vaccin contre Ebola, l'utilisation du VSV, donc le virus de la stomatite vésiculeuse, qui est un virus de la famille des rhabdoviridae. Je vais vous montrer les résultats qu'on a pu obtenir avec ce virus, ce vecteur viral. Alors, pour démarrer le vaccin contre la dengue, donc c'est un vaccin qui a eu une autorisation de mise sur le marché dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Asie. Il s'appelle Dengvaxia. Donc, la technologie qui est utilisée pour ce vaccin, c'est un vaccin chimérique, donc qui utilise le virus de la fièvre jaune. Et c'est un vaccin recombinant vivant qui va en fait utiliser et protéger contre 4 sérotypes du virus de la dengue. Donc, le génome est constitué des gènes qui codent pour les protéines de structure de chaque sérotype de la dengue, combiné avec les gènes codants pour les protéines de capside et protéines non structurales de la souche vaccinale fièvre jaune. Et en fait, on a donc ici, vous voyez, des virus vaccinaux qui vont être constitués à la fois du génome du virus vaccinal de la fièvre jaune, mais aussi des
des gènes du génome codant pour les protéines des 4 sérotypes de la dengue. Et donc le vaccin qui est aujourd'hui utilisé, c'est un vaccin qui va être composé de ces 4 souches chimériques, fièvre jaune, dengue. Alors les études qui ont été réalisées, c'est des très très grosses études, ça je pense que c'est un point aussi important. Les vaccins aujourd'hui, pour obtenir une autorisation mise sur le marché, c'est des essais qui incluent des dizaines de milliers de sujets. Par exemple, pour ce vaccin dengue, vous voyez, c'est plus de 35 000 participants avec des études qui vont forcément être réalisées dans les pays où la dengue est endémique, puisque l'objectif de ces études, c'est de pouvoir montrer que le vaccin protège contre la dengue. Eh bien, il faut pouvoir vacciner des sujets qui sont exposés à la dengue et de ce fait pouvoir évaluer quelle va être la protection conférée par le vaccin. Donc c'est des essais qui sont très lourds à mettre en place dans des pays où il faut commencer par mettre en place l'infrastructure permettant de réaliser ces essais cliniques et ensuite de pouvoir inclure ces volontaires dans ces essais, en sachant que par exemple pour la dengue, c'est essentiellement des essais qui portent chez les enfants, donc c'est toute une infrastructure qui est extrêmement difficile à mettre en place. Donc pour le développement de ce vaccin, donc en 2009, c'est Sanofi Pasteur qui a développé ce vaccin, une première étude qu'on appelle preuve de concept, donc une phase qu'on appelle une phase 2B sur un nombre relativement limité, qui ensuite a permis de mettre en place les 2 grosses études d'enregistrement, 2 essais de phase 3 à large échelle qui ont été réalisés ici en Amérique du Sud et ici en Asie, avec 2 tranches d'âge, des 2-14 ans pour l'essai qui s'est passé en Asie et les 9-16 ans pour l'étude qui s'est passée en Amérique du Sud. Vous voyez respectivement ici plus de 10 000 enfants et ici on était à presque 21 000 enfants avec des études qui se poursuivent sur 5 ans, donc vraiment des très très grosses études et des infrastructures très très lourdes à mettre en place pour la réalisation de ces essais. Donc les objectifs de ces essais, ils sont doubles. Ils sont d'abord bien sûr de pouvoir montrer que le vaccin sert à quelque chose et puis de plus en plus on est exigeant en termes de sécurité dans le développement de ce vaccin et le nombre de sujets qui sont inclus dans ces essais doivent permettre de répondre bien sûr à l'efficacité du vaccin, mais aussi au risque d'effets indésirables. Et plus on a un nombre important de sujets, et plus on va être capable de mettre en évidence, le cas échéant, des effets indésirables qui seraient relativement exceptionnels. Alors les résultats de ces essais, ils ont été rendus publics il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ils sont à la fois intéressants, mais quand même un peu décevants, puisque si vous voyez ici l'efficacité poolée de ces 2 essais, vous voyez que l'efficacité sur les 4 sérotypes, on est à 65% d'efficacité. Donc ce n'est pas un vaccin qui va protéger à 99%, on est aux alentours de 65% seulement. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fonction du sérotype, eh bien, l'efficacité va être plus ou moins bonne. Et en particulier, le sérotype qui est moins bien couvert, pour lequel le vaccin marche moins bien, mais les industriels s'y attendaient parce que la réponse immunitaire était moins bonne, c'était le sérotype, la dengue de sérotype 2. Des données qui sont intéressantes par contre sur les dengues sévères, avec une efficacité qui est de plus de 90% sur les dengues sévères. On est à 81% pour les dengues qui vont justifier une hospitalisation. Et puis un point qui était aussi important et qui n'était pas forcément attendu, c'est que le vaccin va être plus efficace chez les gens qui sont déjà préimmunisés que chez les enfants qui sont séronégatifs pour la dengue. Et ça, c'est une question importante qui est discutée en particulier quand on discute de l'indication de ces vaccins dans le cadre du voyage, par exemple, ou dans le cadre d'épidémies dans des populations qui ne sont pas préalablement exposées au virus de la dengue. Donc aujourd'hui, Sanofi Pasteur a eu une autorisation de mise sur le marché donc, dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud et d'Asie, en particulier donc, en Indonésie et aux Philippines,
avec une AMM qui est limitée à partir de l'âge de 9 ans, puisqu'en dessous de 9 ans, en fait, les données d'efficacité étaient beaucoup moins intéressantes. Alors, deuxième type d'approche avec ces vaccins chimériques, et là je vous ai mis les résultats d'un premier essai qui a été réalisé cette fois-ci chez des volontaires sains, donc c'est une phase 1. Une phase 1, ça veut dire première administration chez l'homme, et c'est les résultats donc du vaccin qui est développé par le groupe de Frédéric Tangy à l'Institut Pasteur. Donc c'est un vaccin recombinant vivant atténué, donc là ce qui est utilisé c'est un vaccin chikungunya, donc c'est un vaccin qui va être constitué des gènes qui codent pour les protéines de structure du chikungunya, combiné à la souche vaccinale rougeole. Et dans cette première administration chez l'homme, 42 volontaires ont été recrutés. 36 de ces volontaires ont reçu ce vaccin avec 3 doses. Il y avait une faible dose, une moyenne dose ou une forte dose. Et les volontaires recevaient 2 doses de vaccin, 2 injections, espacées soit de 28 jours, soit de 3 mois. Et puis il y avait un contrôle qui recevait le Priorix. Le Priorix, c'est un vaccin rougeole au rayon rubéole qui servait de contrôle. Donc dans cette étude, le vaccin était bien supporté. Il n'y avait pas eu de problème d'effet indésirable. Et ce qui a été montré et que vous voyez sur cette diapositive, c'est qu'en fait, ici, on a donc après une première dose de vaccin, on a une séroconversion qui va être meilleure dans les groupes avec les plus fortes doses que dans le plus faible dosage. Et on arrive avec 2 doses de vaccin à 100% de séroconversion, quel que soit l'écart entre les 2 bras. Donc des résultats qui sont intéressants parce que pour la première fois, on arrive à montrer qu'avec ce vaccin chimérique, rougeole, chikungunya, on peut induire une réponse immunitaire de bonne qualité, y compris chez les sujets qui étaient préalablement immunisés contre la rougeole. Alors toujours dans le cadre de ces vaccins à vecteurs viraux, cette fois-ci la recherche d'un vaccin contre Ebola. Donc, vous savez que l'Afrique a été confrontée au cours des années récentes à une épidémie d'une très très grande importance, beaucoup plus importante que les épidémies précédentes, avec un nombre de cas et de décès très importants, avec des cas exportés, et que cette épidémie a permis donc de développer un certain nombre de candidats vaccins et de pouvoir mettre en place des essais vaccinaux, ce qui est pour la première fois, on a pu donc évaluer au cours d'une épidémie un vaccin dans ce cadre-là. Alors pourquoi ça a pu se faire? Parce qu'en fait, il y avait déjà un certain nombre de candidats vaccins qui étaient développés contre Ebola et qui ont pu assez rapidement donner lieu à des essais cliniques, y compris à un essai en population. Alors plusieurs candidats vaccins utilisant des vecteurs viraux ont été développés pour Ebola. Donc, chaque laboratoire ou chaque gouvernement finalement avait une approche qui était un petit peu différente. Dans le cadre de GSK, en fait, leur approche utilise un vecteur viraux qui est l'adénovirus. Merck a racheté en fait un candidat vaccin qui avait été développé par le Canada, qui est un vaccin utilisant le VSV, sur lequel je vais revenir. Et puis Janssen, et c'est un programme, ça, dans le cadre d'un financement européen conjoint entre l'INSERM et Janssen, a un projet qui utilise 2 types de vaccins, un vaccin avec un adénovirus suivi d'un vaccin avec un MVA, donc un schéma qu'on appelle Prime Boost. Donc on induit une réponse avec ce vaccin-là et ensuite on vient avec un deuxième vaccin qui a comme objectif d'élargir la réponse. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, ces vaccins ont été évalués avec des essais qui se sont mis en place très très rapidement et avec l'un des candidats vaccins, qui est le vaccin VSV, l'OMS a pu très rapidement proposer la mise en place d'un essai en situation en proposant un design d'essai très original qu'on appelle un essai en anneau
Qu'est-ce que ça veut dire un essai en anneau? C'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 groupes de personnes dans la population qui étaient exposées à Ebola, ils ont dit on ne va pas faire comme ça, en fait, tout le monde va être vacciné, mais on va utiliser le vaccin de façon différée dans l'un des 2 groupes pour pouvoir mettre en évidence l'efficacité du vaccin. Et un vaccin en anneau, ça veut dire que vont être randomisés les gens qui sont potentiellement au contact avec le virus Ebola. Donc ils ont randomisé les contacts d'un cas, donc les gens qui avaient été en contact avec un cas diagnostiqué, et ils ont randomisé les contacts des contacts. Donc c'est ça qu'on appelle en anneau, les contacts, et ensuite les contacts des contacts, puisque les contacts d'un cas pouvaient déjà avoir été infectés, et donc ce qu'on regardait, c'est si on pouvait être efficace aussi sur les contacts des contacts. Et donc ces patients-là, et ça se passait, j'ai oublié de vous le dire, en Guinée. Donc ces personnes-là, donc, qui étaient des personnes non malades, étaient randomisées, donc étaient tirées en sort pour recevoir une dose de vaccin, soit de façon immédiate, dès qu'on avait identifié le cas et qu'on avait identifié les contacts et les contacts des contacts, soit 21 jours après, 3 semaines après, l'identification des cas. Qu'est-ce qu'on voit dans cet essai? Ce qui est extrêmement intéressant. Donc ensuite, tous ces patients étaient suivis, étaient revus pour compter finalement le nombre de cas. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on soit dans le groupe en pointillé ici vacciné tout de suite, ou dans le groupe ici en trait plein vacciné de façon différée, eh bien, pendant les 10 premiers jours, le temps que le vaccin soit efficace, on a le même nombre de cas dans les 2 bras. Par contre, à partir du 10e jour, qui est le délai nécessaire pour que le vaccin induise une réponse protectrice, eh bien, dans le groupe qui a été vacciné tout de suite, on n'a plus aucun cas, alors que dans le groupe qui va être vacciné ici à 21 jours, on a des cas qui vont continuer à arriver jusqu'à 10 jours après la vaccination. Donc c'est un essai qui est très intéressant parce que ça a permis de façon en temps réel de montrer l'efficacité de ce vaccin, de permettre sur un plan éthique de vacciner l'ensemble des personnes qui étaient potentiellement exposées, mais aussi de montrer l'efficacité du vaccin avec cette stratégie donc, de vaccination différée. Donc si on regarde le nombre de cas, 0 cas dans le bras vaccination immédiate, 16 cas dans le bras différé, et un calcul de l'efficacité vaccinale qui est de 100%. Alors bon, le nombre de sujets, le nombre de cas est relativement modéré, mais avec un intervalle de confiance qui permet de dire que le vaccin est efficace au moins de 75%, jusqu'à 100%. Donc les premiers résultats ont été publiés en 2015, à la fin de l'année 2015, et puis l'équipe de l'OMS vient de publier au mois de décembre de cette année les résultats définitifs qui confirment l'efficacité de ce vaccin et qui sont extrêmement encourageants. Alors, je vois que j'ai déjà dépassé mon temps, donc je vais aller assez vite. Un petit mot sur les infections liées aux soins, parce que je trouve que c'est une approche intéressante dans le domaine du vaccin. Alors, quels sont les vaccins qui se développent dans ce cadre-là? Un vaccin contre les infections à Clostridium difficile. Donc, peut-être vous avez lu dans la presse aujourd'hui, il y avait pas mal de choses sur Clostridium difficile. Clostridium difficile, c'est une bactérie qui colonise le tube digestif et qui va être qui va augmenter, le risque de colonisation va être sélectionné si on prend des antibiotiques, en particulier si on prend des antibiotiques qu'on appelle à large spectre, et en particulier les fluoroquinolones. Donc, le risque d'avoir une infection à Clostridium difficile, il est essentiellement lié à la prise des antibiotiques. Le risque est multiplié par 10 si on a eu des antibiotiques dans le mois suivant. Dans 85% des infections à Clostridium, il y a eu une prescription d'antibiotiques et c'est essentiellement les antibiotiques à large spectre. Autre facteur de risque, c'est l'âge. L'hospitalisation prolongée, ça fait partie des infections liées aux soins. Et puis quand on a des comorbidités, en particulier l'immunodépression, mais un certain nombre d'autres comorbidités favorisent le risque d'infection à Clostridium difficile. Alors le Clostridium, c'est une maladie c'est une infection toxinique. Le Clostridium va fabriquer des toxines. Et donc en fait, on sait que la réponse immunitaire qui est développée contre les toxines est efficace pour
protéger contre Clostridium difficile. Donc, c'est cette approche-là qui est utilisée aujourd'hui pour développer un vaccin avec des données qui montrent que l'efficacité est corrélée à la présence des anticorps antitoxines dans le sérum. Donc, dans ce cadre-là, il y a un vaccin en cours qui est actuellement en phase 3, c'est pour ça que je vous en parle. C'est un essai international randomisé en double aveugle contre placebo. Le vaccin utilisé, c'est une anatoxine qui est administrée en même temps que l'hydroxyde d'aluminium. 3 injections. Sont inclus dans cet essai des patients qui sont de plus de 50 ans à risque. Donc à risque, ça veut dire qu'ils ont été hospitalisés au moins 2 fois dans l'année ou qui vont être hospitalisés pour une intervention chirurgicale et qui vont avoir une antibiothérapie. Et donc l'objectif principal, c'est d'évaluer la protection que confère le vaccin sur la survenue d'une infection à Clostridium jusqu'à 3 ans après la vaccination. Donc c'est un très gros essai. Plus de 200 centres dans le monde, plus de 17 pays, et la France donc, participe à cet essai qui est actuellement en cours. Deuxième type de vaccin qui est développé dans le cadre des infections liées aux soins, c'est des vaccins contre les infections à Staphylococcus aureus, ou qu'on appelle aussi staphylocoque doré. Staphylocoque doré, c'est un germe qu'on a sur la peau et qui peut être responsable d'infections sévères, en particulier au cours d'infections chirurgicales. Et donc, plusieurs industriels ont développé des vaccins. Il y a déjà eu plusieurs essais qui ont été des échecs. 2 essais de phase 3, un chez les patients hémodialysés, où il y avait eu 3600 patients, et un chez des patients de chirurgie cardiaque avec plus de 8000 patients. Ces deux essais-là ont été des échecs. Le vaccin n'a pas montré d'efficacité dans la prévention des infections à Staph doré. Donc aujourd'hui, il y a un essai en cours qui est un vaccin développé par Pfizer, qui est un vaccin qui est constitué de 4 antigènes qui ont comme objectif de neutraliser des mécanismes de pathogénèse de Staph doré. Et là aussi, c'est des gros essais. Les patients qui sont inclus dans ces essais-là, c'est des adultes de 18 à 86 ans qui vont avoir une chirurgie du rachis lombaire postérieur, qui est une chirurgie lourde, et à qui on propose, donc avant la chirurgie, de recevoir le vaccin pour mesurer si la vaccination permet de réduire le risque de complications infectieuses par staphylocoque doré. Vaccin et vieillissement, un tout petit mot sur grippe. Donc on a beaucoup parlé de grippe avec Philippe. En fait, aujourd'hui, le vaccin contre la grippe n'est pas un des meilleurs vaccins. C'est un vaccin qui est pas très immunogène, avec une efficacité qui est relativement limitée, même chez les enfants et même chez les jeunes adultes. Ici, vous avez les données d'efficacité du vaccin grippe chez les enfants et chez les adultes jeunes. Vous voyez qu'on est aux alentours de 75% pour H1N1. On est moins bien avec H3N2. On est plutôt aux alentours de 50%. Et pareil avec le B. Donc, on sait que le vaccin grippe est un vaccin qui n'est pas suffisamment efficace, d'autant plus que si la souche qui circule n'est pas exactement la souche qui est dans le vaccin, eh bien l'efficacité du vaccin va être moins bonne. Donc il y a eu plusieurs approches qui ont été proposées pour augmenter l'efficacité du vaccin antigrippal. Les principales approches, c'est soit d'augmenter la concentration en antigènes, avec ce qu'on appelle un vaccin high dose, je vais vous en dire un petit mot. La deuxième approche est d'utiliser des adjuvants de l'immunité, et l'aluminium ne peut pas être utilisé dans la grippe parce qu'il n'est pas efficace, donc c'est des adjuvants lipidiques. C'est ces adjuvants qui avaient été utilisés en particulier pour le vaccin pandémique. Et puis, il y a eu des approches aussi en utilisant la vaccination intradermique, avec le principe de pouvoir mieux présenter l'antigène vaccinal au système immunitaire. En termes de données disponibles, pour ce qui est de l'efficacité immunologique, ces 3 approches-là montrent une supériorité par rapport au vaccin classique inactivé. Par contre, en termes d'efficacité clinique, c'est-à-dire la capacité du vaccin à prévenir la grippe, en fait, seul le vaccin fortement dosé et puis le vaccin adjuvanté avec l'adjuvant lipidique qu'on appelle l'AS03
ont fait l'objet d'essais randomisés comparatifs. Donc c'est seulement ces 2 vaccins-là pour lesquels on a des résultats cliniques. Alors le vaccin grippe high dose, c'est un vaccin qui est, à mon sens, intéressant, qui pour l'instant n'est pas disponible en Europe, mais qui est utilisé aux États-Unis. Et là, ce qui est proposé dans ce vaccin, c'est de multiplier par 4 la concentration d'hémagglutinine, qui est à 60 microgrammes dans ce vaccin, alors que dans le vaccin qu'on a aujourd'hui en France, on est à 15 microgrammes. Donc dans ce cadre-là, il y a eu un très gros essai qui a été réalisé aux États-Unis. Presque 32 000 personnes de plus de 65 ans ont participé à cet essai et ils ont pu mettre en évidence que le vaccin fortement dosé était plus immunogène, mais surtout ce qui était intéressant, c'est qu'il était plus efficace, avec une efficacité relative, donc une supériorité de 24% du vaccin fortement dosé par rapport au vaccin normalement dosé. Donc un vaccin qu'on espère pouvoir obtenir, j'espère bientôt, en Europe, pour pouvoir le proposer aux personnes de plus de 65 ans. Deuxième approche, avec là, cette fois-ci, un essai qui a été négatif, c'est le vaccin adjuvanté, un très gros essai qui a été conduit par GSK, plus de 43 000 personnes de plus de 65 ans. Leur objectif, c'était de montrer que le vaccin adjuvanté était supérieur au vaccin non adjuvanté, et en fait, ils n'ont pas pu montrer la supériorité pour l'ensemble des souches. Donc même si ensuite, dans les analyses complémentaires, ils ont montré qu'il avait un intérêt pour le vaccin, pour la souche H3N2, en fait, leur objectif principal n'ayant pas été atteint, ils ont arrêté le développement de ce vaccin adjuvanté. Toujours chez les personnes âgées, un vaccin contre le zona. Donc le zona, c'est une réactivation d'une infection latente par le virus de la varicelle, et c'est une réactivation dont la fréquence augmente avec l'âge et avec le vieillissement du système immunitaire. Donc un vaccin qui est aujourd'hui disponible, qui est un vaccin vivant atténué, qui a été développé par Merck, qui a montré son efficacité à la fois sur le zona et sur ce qui fait la complication des zonas, c'est-à-dire les douleurs post-zostériennes, et avec donc des données d'efficacité qui montrent que quand on est vacciné, on diminue par 2 à peu près l'incidence du zona. On a une réduction de 60% de ce qu'on appelle le poids de la maladie, et puis surtout une réduction de l'incidence des douleurs de 66%. Et ce qui est important aussi à regarder, c'est que l'efficacité sur le zona diminue avec le temps, donc il ne faut pas attendre trop longtemps pour se faire vacciner. Aujourd'hui, les recommandations en France, c'est dès l'âge de 65 ans. Par contre, sur les douleurs post-zostériennes, l'efficacité est maintenue, même quand la vaccination est faite après 70 ans. Donc, il y a plusieurs candidats vaccins zona qui vont arriver. Qui est un vaccin inactivé qui, lui, vise essentiellement les immunodéprimés, et puis un vaccin sous-unitaire qui est en cours d'obtention d'AMM, qui a montré des données qui sont très intéressantes, que je vais vous montrer très rapidement, puisqu'en fait, avec ce vaccin sous-unitaire, vous voyez qu'on est, en termes d'efficacité, on est de l'ordre de 97%. Je vous ai montré 50% avec le vaccin vivant. Donc un vaccin qui semble beaucoup plus intéressant en termes d'efficacité, que ce soit ici sur tous les participants ou sur les sujets les plus âgés, puisque vous voyez qu'on a la même efficacité qu'on soit entre 50 et 60, 60 et 70 et plus de 70 ans. Donc un vaccin qui aujourd'hui est en cours d'enregistrement, qui en termes d'efficacité est très, très intéressant, qui a un tout petit bémol, c'est la tolérance, puisque c'est un vaccin avec un adjuvant et qui a un certain nombre d'effets indésirables, en particulier donc, au niveau du site d'injection, pas mal de douleurs, mais surtout des effets généraux, puisque vous voyez qu'il y a 16% des sujets qui vont avoir une fatigue, 16% des céphalées, de la fièvre, des myalgies. Donc en termes de tolérance, un vaccin qui est un petit peu moins bien toléré, mais qui semble extrêmement efficace. Voilà, pour finir, un tout petit mot sur la vaccine hesitancy, parce que j'ai très largement dépassé mon temps, avec donc cette définition qui est
la définition de l'OMS. On appelle vaccine hesitancy l'hésitation vis-à-vis de la décision de se vacciner ou de faire vacciner ses enfants. Donc c'est une problématique qui aujourd'hui est de plus en plus prégnante, pour lesquelles il y a plusieurs facteurs qui ont été identifiés. Probablement le premier est que le vaccin est victime de son succès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne voit plus les bienfaits du vaccin, mais on voit plus. Les seules choses qui sont mises en avant, c'est potentiellement les risques. Alors oui, les effets secondaires, on peut avoir des effets secondaires avec les vaccins, c'est un médicament, donc tous les médicaments ont des effets secondaires, mais les effets secondaires sont à discuter par rapport aux bénéfices. Quand on fait des recommandations vaccinales, eh bien, ce qu'on regarde, c'est les bénéfices par rapport aux risques, et les risques sont aujourd'hui extrêmement minimes avec la vaccination, mais on ne peut jamais dire qu'il n'y a aucun risque. Donc beaucoup de polémiques autour des effets indésirables, dont une grande majorité sont des polémiques qui ont été infirmées, l'autisme, le diabète, les maladies auto-immunes, un manque de confiance dans les autorités de santé. On a discuté un tout petit peu de la polémique H1N1, mais ça a sûrement compté pour beaucoup par rapport aux difficultés qu'on a aujourd'hui en France. La notion de profit pour les industriels, mais sans les industriels, on ne peut pas faire de vaccin. Donc c'est une problématique importante, mais il y a malheureusement, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Toute une tendance et un courant vers des produits naturels, voire des vaccins homéopathiques. On a des pharmaciens qui proposent des vaccins homéopathiques, donc c'est aujourd'hui compliqué de faire comprendre qu'on ne peut pas vacciner avec des petites gouttes de vaccin. La nécessité de pouvoir expliquer aux parents, aux patients, pourquoi on vaccine et à quoi ça sert, ça c'est un point important. Et puis Internet qui rend très difficile la surveillance de tous les bruits et de toutes les rumeurs. Alors ça, je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est une étude internationale qui a été publiée à l'automne dernier. Et dans cette étude, réalisée dans 17 pays dans le monde, sur plus de 60 000 personnes, les Français étaient les plus inquiets vis-à-vis de la sécurité des vaccins. 41% des Français interrogés ont estimé que les vaccins n'étaient pas sûrs. On était la plus grande proportion dans tous les pays interrogés en termes de doute vis-à-vis de la sécurité des vaccins. Il y avait 17% des Français qui pensaient qu'on n'avait pas une efficacité forcément importante avec les vaccins, et puis 12% que la vaccination des enfants n'était pas importante. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même inquiet par rapport à cette discussion et à ces craintes vis-à-vis de la vaccination. Et dans les points forts qui étaient soulignés dans ce papier, ce que je vous ai remis ici, il était écrit que c'était l'Europe qui avait la plus faible confiance dans les vaccins et que la France était globalement les moins confiants dans la vaccination. Donc, pour le pays de Pasteur, c'est quand même un petit peu désolant. Voilà, je vous remercie. J'ai été beaucoup trop longue et merci pour votre attention. Désolée.